générale des assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ménopause et andropause marquent un tournant dans la vie d'une femme et d'un homme. Mais comme souvent, lorsqu'il s'agit des deux sexes opposés, ces phénomènes physiologiques naturels ne se traduisent pas de la même manière chez l'un et chez l'autre. Causés par une réduction du taux de testostérone, l'andropause est l'équivalent masculin de la ménopause. Ce phénomène biologique traduit les bouleversements organiques et psychologiques liés au vieillissement. D'abord, l'âge d'apparition de ces bouleversements est différent. 51 ans en moyenne chez la femme, 60 ans chez l'homme et encore, des andrologues affirment que certains hommes ne seront jamais touchés par l'andropause. Autre différence, les femmes connaissent une période transitoire dite la préménopause. Quant aux signes ressentis, ils varient d'un sexe à l'autre et d'un individu à l'autre également. Bouffée de chaleur chez la femme, trouble de l'érection chez l'homme, prise de poids ou encore problème de sommeil chez les deux sexes. Face aux effets de ces modifications hormonales, des solutions existent. Pour en savoir plus sur la ménopause et l'andropause, connaître les symptômes et les différents traitements disponibles, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Jean-Gabriel Wango. Professeur Wango est psychogériatre. Professeur Charlemagne Ouedraogo. Professeur Ouedraogo est gynécologue et chef de service de gynécologie au CHU Bogodogo. Et puis avec nous sur ce plateau, professeur Fasnewende Aristide Kaboré, il est urologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Bonsoir messieurs et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Wango, andropause et ménopause, est-ce la même histoire? Merci. Très brièvement, c'est la même histoire, puisque c'est une histoire hormonale. Et comme on est avec un taux d'hormones sexuelles qui nous permet en tout cas d'avoir un certain nombre d'activités de maturation d'abord et ensuite des activités sexuelles, à un moment donné, il y a une diminution et cette diminution est pratiquement la même. Bon, ça a des vitesses différentes. La ménopause, ça va beaucoup plus vite, tandis que l'andropause, c'est beaucoup plus lent. Sinon, c'est la même chose, en fait. Hein. Professeur Ouedraogo, quelle est la différence entre andropause et ménopause? Alors, merci. L'andropause va se passer chez l'homme, la ménopause chez la femme. Et les deux sont des processus naturels quand vous avez longue vie et qui sont caractérisés par un bouleversement hormonal, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Si vous prenez la femme, chaque femme naît avec une quantité d'ovules qui rentre en activité dès le début de la puberté et chaque mois, cette capacité diminue et traverse la périménopause pour finalement s'épuiser et en ce moment, on parle de ménopause qui est caractérisée par l'arrêt définitif des règles et de l'ovulation avec comme conséquence le bouleversement hormonal parce que n'ayant plus d'ovulation, elle n'aura plus de sécrétion hormonale suffisante, d'où l'explication des effets secondaires que l'on rencontre aussi bien dans la préménopause que dans la ménopause. Donc les deux sont pratiquement la même chose, sauf que l'un va se passer chez l'homme
et l'autre chez la femme avec des manifestations différentes. Et que peut représenter la ménopause dans la vie de couple? Alors, dans la vie de couple, la ménopause suppose qu'il y a un arrêt définitif des capacités de procréation. C'est ce que ça veut dire. Le couple ne peut plus procréer dès qu'il y a la ménopause, sauf si la procréation médicalement assistée s'invite dans ce couple. Autrement, c'est physiologique, c'est un vieillissement naturel des organes de la reproduction et un épuisement de la capacité de reproduction de la femme. Professeur Kaboré, qu'est-ce qui change chez un homme à partir de 50 ans? Merci. Alors, à partir de 50 ans, beaucoup de choses changent chez un homme. Déjà, pour le thème qui nous réunit ici, l'andropause, j'aimerais préciser que pour les urologues, andrologues, on préfère ne pas parler d'andropause parce que contrairement à la femme, on continue à sécréter de la des spermatozoïdes. Donc la production de spermatozoïdes continue. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément parler de pause puisque ça continue, mais il y a un déficit dans la production de testostérone qui entraîne tous les problèmes. Alors, il faut savoir que cette baisse de la production de testostérone est très très progressive. On évalue à peu près 1 à 2% de décroissance du PSA, de la testostérone par année. Voilà, chez l'homme. Et dès que ça apparaît, il y a énormément de modifications qui s'ensuivent. Vous savez que la testostérone, c'est l'hormone de la virilité. Donc vous allez avoir par exemple une fonte musculaire, vous allez avoir une irritabilité parce que la personne sent que il n'a plus tout à fait, les deux choses se dégradent. On peut avoir également les phénomènes de bouffée de chaleur chez l'homme aussi, oui. Ok, donc c'est à ça, c'est tous ces aspects qui font qu'on parle d'andropause alors. Puisque vous avez dit qu'on ne peut pas parler d'andropause, puisqu'il n'y a pas de pause, ça continue. En ce moment, l'andropause la renvoie à quoi exactement chez les hommes? Alors, c'est un faisceau d'arguments qui permettent de dire que le déficit androgénique lié à l'âge s'installe. Donc, alors, le premier argument, c'est la baisse du taux de testostérone qui se fait progressivement. Il faut que ça soit progressif. Et il faut aussi que ça s'installe avec l'âge. Ensuite, il faut que cette baisse de testostérone entraîne une modification de la qualité de vie. Il faut que la personne le vive comme un problème ou que ces problèmes-là puissent se manifester. D'où les bouffées de chaleur. D'où les bouffées de chaleur, etc. Professeur Ouedraogo, quels sont les premiers signes de la ménopause? Alors, la ménopause passe d'abord par la préménopause, qui est une période caractérisée par un bouleversement hormonal. Le cycle menstruel est perturbé, la procréation devient difficile. Et les symptômes tels que les bouffées de chaleur vont commencer, l'irritabilité et l'infertilité secondaire. Souvent s'annoncer déjà dans la préménopause, qui peut prendre 5 à 10 ans d'ailleurs. Hein. Et après, la ménopause, c'est lorsque la femme aura fait 1 an sans voir son cycle menstruel autour de la cinquantaine. À ce moment, on dit que la ménopause est installée. Mais tout ce qui se passe avant cet arrêt définitif pour 1 an, eh bien, on l'inscrit dans la préménopause. Bouffée de chaleur, trouble de cycle, espacement de cycle, raccourcissement, irritabilité, sécheresse vaginale, perte de la libido, tout ça rentre dans la préménopause et après, dans la ménopause, ces éléments vont se confirmer. Professeur Kaboré, dites-nous quels sont les symptômes de l'andropause. C'est vrai que vous avez effleuré un peu, mais tout n'a pas été dit. Alors, les symptômes, le symptôme majeur qui inquiète tout le monde, c'est les problèmes d'érection. C'est le symptôme majeur. Et avec la baisse du taux de testostérone, on a tout ce qui est activité sexuelle qui va prendre un coup, à commencer par la libido.
donc l'envie même d'avoir des rapports sexuels va baisser. Vous avez aussi la dysfonction érectile, donc les difficultés à avoir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel. Et il y a tout ce qui touche les troubles de l'humeur. Ça peut être une dépression, ça peut aussi être une hyper-nervosité, des troubles du sommeil également. Quelquefois, quand on dit que les personnes âgées ne dorment plus beaucoup, vous avez une explication, c'est la baisse de la testostérone, entre autres. Et vous avez aussi une fatigabilité plutôt, on est plus facilement épuisé lorsqu'on fait des efforts. On peut aussi se tasser, ça veut dire qu'on va perdre un peu sa taille. Et vous avez les os qui vont commencer à se fragiliser, ainsi que la masse musculaire qui va diminuer. Donc c'est tout un ensemble de symptômes qui, si elles n'existent pas, on ne peut pas en tant que tel dire que le phénomène de déficit andrologique s'est installé. Si c'est juste la testostérone qui est basse, il faut peut-être rechercher des causes ailleurs. Marqué par l'arrêt définitif des cycles menstruels, l'arrêt de l'ovulation et la fin de la capacité de procréer. La ménopause intervient chez la femme de plus de 50 ans, à la différence de l'andropause qui se caractérise par un déficit hormonal. La ménopause, tout comme l'andropause, sont des transitions de la vie des êtres humains qui engendrent le plus souvent des symptômes. On en sait davantage avec Sié Dilaré-Yen et Isiaka Nana. La cinquantaine bien sonnée, Dame Hélène Sawadgo est aujourd'hui une femme ménopausée. Une période de transition dans sa vie de femme qu'elle dit passer sans souci. Dame Hélène dit donc vivre une ménopause bien épanouie. Présentement, la ménopause, là, ça ne la dérange pas, mais au début, quand elle était en pré-ménopause, les signes, là, ça la dérangeait, les bouffées de chaleur, les règles venaient 2-3 fois dans le mois. Elle ne pouvait pas bien gérer, mais présentement, quand la ménopause s'est installée, présentement, là, il n'y a plus de problème. Mais côté sexuellement aussi, elle ne se plaint pas. La ménopause, selon les spécialistes de la santé, intervient chez la femme entre 45 et 55 ans. Elle est marquée par l'arrêt définitif des cycles menstruels, l'arrêt de l'ovulation et la fin de la capacité de procréer. Une étape importante accompagnée de symptômes qui peuvent être gênants au quotidien. Nous pouvons dire qu'environ 8 à 10% des femmes que nous recevons ici, c'est pour des problèmes liés à la ménopause. On peut citer, par exemple, il y en a qu'on reçoit ce que nous appelons pour la subgénitale. C'est-à-dire que s'ils sortent des organes génitaux et le plus souvent hors de la vulve. Il y en a qui viennent aussi pour des problèmes urinaires liés à la ménopause. Donc, quand on dit ménopause, c'est qu'il y a un manque au niveau de l'organisme, surtout les hormones sexuelles. Et ça favorise ces problèmes-là comme les incontinences urinaires. Il y en a qui vont venir parce qu'elles ont un inconfort sexuel, avec une perte de la libido même. Et il y en a qui vont venir aussi, bon, elles ne sont pas franchement à la ménopause, mais on sent qu'elles sont en train de rentrer à la ménopause avec des troubles du cycle menstruel. Soit les règles sont devenues tellement irrégulières, ou elles peuvent saigner de façon désordonnée et ça les amène à consulter. Et derrière, on se rend compte que c'est parce qu'elle est en train de rentrer dans la ménopause qu'elle a ces troubles. La ménopause est souvent accompagnée de symptômes tels que des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la fatigue, une sécheresse vaginale, une prise de poids et des troubles de sommeil, pouvant même conduire à la dépression. Les femmes savent quand même qu'à partir d'un certain âge, les règles vont s'arrêter. Mais est-ce que ça doit les embêter? C'est là souvent qu'on peut dire que ça les surprend, parce qu'il y en a qui ne s'y attendent pas, qui pensent que les troubles qu'elles ont là, ce n'est pas lié à leur ménopause. C'est quand elles viennent, elles consultent, on dit, bon, ce que vous avez là,
Ce sont des manifestations qu'on peut rattacher à votre état de ménopause, simplement. Et ça permet de les rassurer si c'est des troubles mineurs, mais si c'est des troubles qui sont assez dérangeants, qui sont assez sévères, il faut qu'on les accompagne pour la prise en charge de ces manifestations. Une prise en charge qui peut se faire de façon pluridisciplinaire, impliquant donc plusieurs spécialités médicales. S'il y a des troubles qui sont déjà là, ça dépend si c'est des complications assez poussées. Il faut une prise en charge spécialisée. On peut se retrouver avec la cardiologie, on peut se retrouver avec la rhumatologie, avec les gynécologues pour la prise en charge des prolapsus par exemple, qui va nécessiter une intervention chirurgicale, les incontinences urinaires qui vont nécessiter une prise en charge par les gynécologues ou par les urologues. Et il faut dire que ça demande quand même, si c'est des trucs de ce type-là, ça demande quand même beaucoup de ressources financières, parce que ça peut terminer par une intervention chirurgicale. Ou bon, si c'est des troubles mineurs aussi, le plus souvent les conseils peuvent suffire. De plus en plus, on reçoit des femmes qui viennent pour des problèmes de désir de procréation. Et on se rend compte qu'elle est en train de rentrer à la ménopause ou bien qu'elle est déjà ménopausée. C'est lié au fait que les projets de maternité, là, on les commence de plus en plus tard, surtout les femmes qui ont fait des longues études, le temps de se préparer pour commencer à faire les enfants. On se rend compte que l'âge est avancé. Quand on consulte pour des troubles d'irrégularité du cycle, on se rend compte qu'en fait, elle est en train de rentrer dans la ménopause. Elle a déjà fini ses capacités de procréation. Voilà, donc c'est pour tout ça, ça rentre dans la prévention. Voilà, vaut mieux commencer la reproduction aussitôt que possible. Pas trop tôt, mais quand même, il faut y penser. Si chez la femme, la ménopause est caractérisée par un arrêt définitif des cycles menstruels et de la reproduction, chez l'homme par contre, l'on parle plutôt d'andropause ou déficit hormonal. Un déficit qui n'est pas une maladie, mais la conséquence d'un processus physiologique normal de vieillissement. Chez l'homme, les statistiques ont prouvé que le déficit intervient un peu plus tôt, vers la fin de la trentaine, n'est-ce pas? Le déficit commence à intervenir. Maintenant, est-ce qu'il devient sensible à cet âge-là? Je dirais non. Il devient sensible, il commence à avoir des manifestations autour de la soixantaine, 70 ans en allant, que le déficit commence à être manifeste dans la plupart des cas. C'est un déficit hormonal. En réalité, ce sont les testicules qui produisent les hormones sexuelles. Donc, avec l'âge, il y a une baisse progressive de la fonction testiculaire. N'est-ce pas? Donc, cette baisse progressive-là va entraîner des signes cliniques. Et ce sont ces signes cliniques-là qui peuvent se manifester et amener le sujet en consultation. Alors, parfois, c'est pas sensible, et les gens ne se rendent pas compte que c'est un problème qui peut être traité. Le diagnostic de ce déficit hormonal repose sur des examens cliniques et des analyses. Une pathologie qui peut avoir un impact significatif sur la reproduction. La reproduction s'entend la sexualité et la fertilité. Donc là, au niveau de la sexualité, vous avez un déficit dans l'érection, n'est-ce pas? Vous avez une baisse, n'est-ce pas, de l'orgasme, une insuffisance ou une baisse, n'est-ce pas, de l'éjaculat, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est de la sexualité. Au niveau de la reproduction, vous avez des perturbations qui peuvent survenir au niveau du spermogramme, n'est-ce pas? Donc, le spermogramme est perturbé. En dehors de ça, vous avez chez l'homme des signes tels que quelqu'un qui est relativement d'un certain âge, qui est asthénique, il est fatigué, n'est-ce pas? On peut avoir des signes qui sont un peu d'ordre psychiatrique, n'est-ce pas? Il est dépressif. Voilà. Et puis, il y a le fait que la pilosité qui est spécifique masculine, c'est-à-dire la barbe, ainsi de suite, là, peut, n'est-ce pas, être un peu déficiente au niveau de la pilosité. Alors, autre élément, c'est une fonte musculaire, donc la masse musculaire diminue. Et il y a une inversion, c'est la masse graisseuse qui s'augmente. Et le plus souvent, on remarque que ça s'augmente aux dépens des viscères. Donc, on voit que c'est un sujet
qui a un ventre qui prend un peu de volume et c'est graisseux. Donc ce qui est musculeux diminue et ce qui est graisseux, n'est-ce pas, augmente. Le traitement de l'andropause ou déficit hormonal, selon le docteur Kirakoya, n'est pas systématique ni uniquement médicamenteux. Il peut également être mental. Il faut donner un certain élan vital au sujet. Donc, ça permet de remettre un peu les choses en ordre. Et puis, mais il y a une prise en charge médicamenteuse. Et la prise en charge médicamenteuse, ce sont des substituts, n'est-ce pas, de la testostérone, donc des hormones déficientes là, qu'on va prescrire pour essayer de combler le déficit. La difficulté de prise en charge, c'est que c'est des hormones qui doivent être bien contrôlées, d'autant plus que la principale hormone qui peut être déficiente et engendrer ces signes-là est parfois prescrite ou bien supprimée quand l'homme a un cancer de la prostate, par exemple. Alors donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cancer de la prostate. N'est-ce pas? Sinon, on risque d'accélérer l'évolution du cancer de la prostate. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cancer de la prostate. Il faut évaluer régulièrement, n'est-ce pas, cette prescription-là. Toujours est-il qu'on se fixe des objectifs thérapeutiques avant la prescription et régulièrement, il faut évaluer, n'est-ce pas, la progression du sujet. Est-ce qu'on est dans une bonne lancée pour atteindre les objectifs thérapeutiques? Veiller à réduire les facteurs à risque comme l'alcoolémie, l'obésité, la sédentarité, de bonnes habitudes de vie qui peuvent aider à gérer certains symptômes du déficit hormonal. Professeur Kaboré, peut-on prévenir l'andropause? Alors ça c'est la grosse question. Je dirais oui et non. Ou, non parce que c'est le processus normal du vieillissement. C'est comme si on était programmé pour se dégrader progressivement pour aboutir à la fin. Mais en même temps, on peut, par notre comportement, ralentir ce vieillissement-là. Et le docteur Kirakoya a parlé tout à l'heure de l'obésité. Par exemple, on sait que l'obésité est un facteur favorisant l'accélération du déficit androgénique. Donc, c'est l'hygiène de vie. Il faut veiller à avoir un poids équilibré, à manger sain, à ne pas à éviter d'avoir par exemple le diabète en mangeant trop sucré, etc. Et ensuite, il faut manger équilibré, des fruits, des légumes et faire des activités physiques. Tout ça permet de retarder la survenue de déficit androgénique. Il y a aussi de plus en plus de médicaments, des précurseurs de la testostérone qu'on peut prescrire aux patients. C'est des compléments alimentaires qui permettent de réduire donc cette baisse progressive de la testostérone. Donc il est possible de retarder le processus, mais on ne peut pas l'éviter complètement. Professeur Ouédraogo, comment peut-on gérer la ménopause? Comment peut-on gérer la ménopause? D'abord, il faut recevoir la bonne information. Il faut être informé sur ce processus naturel de vieillissement qui n'est pas une maladie, qui n'a rien à voir avec la ménopause précoce. Ça, c'est une maladie. C'est la ménopause qui survient avant 40 ans. Donc la ménopause, si on a toutes les informations, on est préparé à vivre un bouleversement hormonal. Et en ce moment déjà, on n'est pas stressé, on gère mieux les phénomènes qui vont arriver. Après, on essaye au maximum de les intégrer. Et puis ce qu'on ne peut pas intégrer qui fatigue, eh bien on peut faire des prescriptions pour accompagner et soulager. Voilà. Professeur Kaboré, combien de temps les hommes traversent la période d'andropause? Parce que vous avez dit que c'est lent, c'est progressif, mais c'est sûr. Ça peut durer combien de temps, tous ces symptômes ressentis? En fonction des données, on estime que la baisse de la testostérone commence autour de 25 à 30 ans. Et chaque année, il y a 1% de testostérone en moins.
Et donc, cette durée donc, va atteindre son maximum autour de 70 ans, en réalité. Donc, c'est pour ça que c'est chez les hommes de cette tranche d'âge-là, au-delà de 60 ans, que ça se manifeste avec acuité et que les symptômes sont visibles. Mais sinon, le processus de vieillissement qui aboutit à ça a commencé déjà autour de la trentaine. Est-ce qu'elle est réversible ou définitive? Malheureusement, c'est un processus qui est irréversible. C'est la même réponse que pour la prévention. On peut essayer de ralentir le processus, mais c'est un processus normal du vieillissement qui nous questionne tous depuis. Est-ce qu'on peut arrêter le processus du vieillissement ou pas? Est-ce que le vieillissement est une maladie ou pas? Donc ça, c'est une autre question. De santé, Madame Fili. Professeur Wangwe, est-ce que l'andropause joue forcément sur la sexualité? Est-ce qu'elle doit jouer forcément sur la sexualité? Bon, permettez-moi d'apprécier très positivement les explications techniques de mes jeunes confrères, hein, et de leur dire que ce qu'ils disent, c'est vrai. Parfois, les gens ne comprennent pas très bien notre langage médical. Par exemple, quand nous parlons d'irritabilité, c'est pas beaucoup qui comprennent ce genre de mots techniques. Par contre, ils comprennent mieux nervosité. C'est-à-dire que la dame devient nerveuse à certains moments par rapport à certaines choses, répond mal à son mari, alors que c'était pas comme ça. Bon, c'est des choses, j'ai voulu tout simplement un peu revenir dessus. Quand on parle de libido, là aussi, c'est des termes qui sont lourds. Et je pense que la libido, c'est le désir sexuel. C'est tout. Hein, on est avec une évolution vers un sommet de sexualité. Je reviendrai sur ce que vous m'avez posé comme question, mais je préférais un peu clarifier. Oui, je vous en prie, allez-y. Voilà. Alors, les troubles de l'humeur, ça encore, c'est un gros mot. Qui, du point de vue de psychologie et de psychiatrie, comporte des choses, mais c'est juste, le plus souvent, quand on parle de dépression, c'est la tristesse et le découragement. Donc, souvent, bon, on en parle, mais nous, quand on parle, par exemple, de fatigabilité, ils ont utilisé le mot, c'est bien. Mais on entend fatigue, mais maintenant, comment gérer fatigue? On est fatigué, et puis on le dit clairement. Voilà. Alors maintenant, est-ce que les troubles de la ménopause ou bien même est-ce que la ménopause et l'andropause ont un effet sur la sexualité? Vous savez que la sexualité, c'est quelque chose qui est d'un développement progressif. Et ce développement progressif dépend forcément des hormones dont nous venons de parler. Et ces hormones-là vont amener petit à petit les jeunes, et d'ailleurs vous les voyez, à avoir une espèce de recherche de partenaires. Donc c'est un peu la naissance et le développement de la sexualité. Donc ça fait que une fois que la diminution de ces hormones-là intervient, il y a forcément retentissement sur la sexualité. Et la preuve, c'est que vous avez plein de gens qui courent vers les cancans. Il y en a qui vont voir les gynécologues et les urologues, les andrologues, pour leur dire « Ah, l'affaire là, ça ne marche plus comme avant. » C'est les mots souvent qui sont utilisés. Ça ne marche plus comme avant. Et eux et nous, en tant que psychiatres, nous connaissons la grande anxiété
pour ne pas dire la grande peur, les grands soucis liés justement à cette diminution des capacités sexuelles. Et l'homme, généralement, c'est lui, hein, parce que la femme, elle supporte un peu plus. Mais l'homme ne supporte pas ça. L'homme ne supporte pas ça et donc la diminution de ses capacités sexuelles constitue un très grave problème pour l'homme qui va courir un peu partout. Au départ, on va commencer par rechercher les jeunes filles qui sont dehors avec cette correspondance à l'image sexuelle que chaque homme a en lui. Hein, nous, là, dans la tête, bon, les jeunes filles, Coca-Cola ou autre, ça excite tout le monde. Et ça va envoyer les hommes souvent dehors, tout simplement parce qu'ils pensent que en ayant ce genre de femmes-là, en tout cas leur sexualité, leur désir, leur capacité vont être maintenus. Mais ce n'est pas vraiment sûr et ça finit très souvent par des problèmes urologiques, puisque souvent le préservatif n'est pas porté et les infections se multiplient. Et vous savez que quand on a l'élection à un certain âge, si la jeune fille arrête pour que tu puisses porter le préservatif, ça retombe et puis ça ne peut plus se lever. Et donc on préfère carrément y aller quand ça se lève. Et donc voilà un peu les dangers. Bon, je m'excuse d'avoir été long, mais c'était juste nécessaire. expliquer cela. Nous allons découvrir à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebeau. Merci Maïmouna Dao. Principalement, ce sont des femmes qui ont posé des questions pour cette émission. Madame Naomi Tankwano à Ouagadougou se demande quelle est la différence entre les deux. À quel âge l'andropause et la ménopause surviennent-elles généralement ou bien chaque personne a son horloge biologique propre? Et Madame Zongo à Ouagadougou se pose la même question et elle se demande si elle est déjà en ménopause. Elle précise qu'elle aura 47 ans au mois de mai et depuis plus d'1 an, elle n'a pas vu ses règles et après une consultation, la sage-femme lui a dit que c'était une ménopause précoce. En ce moment, elle dit qu'elle avait 45 ans. Mais ce 24 janvier, il y a de cela quelques jours, elle a vu ses règles et cela a duré les 4 jours habituels. Maintenant, elle ne sait pas comment se comporter. Doit-elle se prendre en ménopause précoce? Est-ce une ménopause? Qu'est-ce qui explique les ménopauses précoces? Est-ce que cela a une incidence sur la santé? Y a-t-il des produits pour empêcher les ménopauses précoces? Madame Sylviane Kaboré, elle constate que beaucoup de femmes parlent de bouffées de chaleur, de baisse de libido. Est-ce que ces changements sont systématiques chez toutes les femmes pendant la ménopause? Quels conseils par la même occasion pour bien vivre la ménopause? Madame Aminata Kafando, elle veut savoir combien de temps les bouffées de chaleur et autres désagréments peuvent durer. Elle pose la question parce qu'elle est en ménopause depuis 8-9 ans, mais depuis, elle en souffre toujours. Donc, sa question, est-ce que c'est comme ça jusqu'à la mort ou bien est-ce qu'il faut supporter? Est-ce qu'il y a des solutions? Madame Zénabou Zinsoni, elle a plusieurs questions. Est-ce qu'il existe des traitements pour soulager les symptômes? Elle a entendu parler d'hormones de substitution pour les femmes. Est-ce que ces hormones-là sont disponibles au Burkina Faso? Est-ce qu'il n'y a pas de danger à les prendre? Est-ce qu'il faut consulter pour se les faire prescrire? Est-ce que c'est sans danger? Madame Gisèle Nadège Ameogo est à Banfora. Elle veut savoir si la ménopause précoce est liée au fait que de plus en plus, il y a des femmes qui voient leurs règles tôt. Elle parle des fillettes
ou des adolescentes de 9 ans, ou bien est-ce qu'il y a d'autres explications à cela? Elle s'explique, elle a 42 ans et elle peut faire 2 à 3 mois sans voir ses règles. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est cela, la ménopause précoce ou la préménopause? Est-ce que c'est normal? Elle a d'autres questions. À partir de quel âge on peut dire qu'une femme est en ménopause? Comment prévenir cela? Est-ce qu'il y a des risques de cancer? On parle de cancer du sein, cancer du col de l'utérus, les cancers féminins d'une manière générale. Est-ce qu'il y a un plus grand risque de les développer à cette période-là? Et enfin, est-ce que pour les femmes, il y a une vie sexuelle après la ménopause? Et qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il faut faire, si c'est possible, pour continuer à avoir une vie sexuelle harmonieuse? Madame Sabine Zungrana à Ouagadougou se demande si on peut tomber enceinte pendant la préménopause. Elle pose la question parce qu'une de ses cousines est actuellement enceinte à 54 ans et elle n'a découvert qu'elle était enceinte qu'à 5 mois de grossesse au cours d'un contrôle routinier. Et actuellement, toute la famille se pose des questions. Est-ce que cet enfant sera normal? Est-ce qu'elle pourra supporter, porter la grossesse jusqu'à son terme et accoucher sans difficulté? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Retour sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. Apparemment, les hommes n'ont pas de préoccupation. Donc, nous commençons avec la préoccupation de Madame Naomi Tankwano, elle est à Ouaga. La différence entre andropause et ménopause. À quel âge l'andropause et la ménopause surviennent-elles généralement, ou bien chaque personne a sa propre horloge biologique? On en a parlé, mais comme la répétition est pédagogique, si vous pouvez revenir là-dessus. Professeur Ouedraogo. Alors merci, moi je dirais que chaque personne a son horloge biologique. Il y a une tranche épidémiologique qui est connue, 45 à 55 ans, et c'est l'horloge biologique individuelle qui va déterminer que pour Madame X, c'est à 49 ans, pour Madame Y, c'est à 54 ans ou 55 ans. Donc il y a une horloge biologique individuelle, et la ménopause, c'est dans la tranche de 45 à 55 ans, avec des exceptions. D'accord. Vous voulez acheter quelque chose? Moi, de toute façon, c'est bon? Oui. Ok, Madame Zongo à Ouaga se pose la même question. Elle se demande, elle pense qu'elle est déjà à ménopause. Elle précise qu'elle aura 47 ans au mois de mai prochain. Mais depuis plus d'1 an, elle ne voit plus ses règles. Bon, la sage-femme lui a dit que c'était une ménopause précoce. En ce moment, elle avait 45 ans. Elle dit que depuis ce 24 janvier, elle a vu ses règles de façon normale, les 4 jours habituels. Comment doit-elle se comporter? Qu'est-ce que la ménopause précoce? Est-ce que cela a une incidence sur la santé? Y a-t-il des produits pour empêcher les ménopauses précoces? Voici autant de questions qu'elle se pose. Professeur Ouedraogo. Merci. Disons que la ménopause précoce, c'est avant 40 ans. Ce n'est pas à 45 ans, ce n'est pas à 47 ans. Donc on parle de ménopause précoce lorsque la femme ne voit plus définitivement ses règles avant 40 ans. À 47 ans, elle est probablement dans la préménopause puisqu'elle a revu de nouveau ses règles. Et donc, elle n'est pas encore en ménopause, elle est en préménopause parce qu'elle a revu son cycle menstruel, parce que la tranche des femmes en âge de procréer, c'est 15 à 49 ans avec des exceptions. Donc, madame doit faire attention parce qu'elle peut tomber enceinte à cette période des troubles du cycle. Madame Sylviane Kaboré, elle constate que beaucoup de femmes parlent de bouffées de chaleur, de baisse de libido. Ces changements sont-ils systématiques? Quels sont les conseils par la même occasion pour bien vivre sa ménopause? Alors, c'est variable d'une femme à une autre. Les symptômes dont on décrit là, tout le monde n'a pas tout en même temps et ces symptômes n'ont pas la même intensité chez tout le monde.
Donc, les troubles de la libido, comme l'a dit notre maître, le professeur Wango, c'est le manque de désir sexuel. Et ça, il y a des femmes qui ne l'ont même pas, ce désir sexuel, même en dehors de la ménopause. Donc, on ne peut pas forcément dire que c'est parce qu'elle a la ménopause qu'elle a ça. Est-ce qu'avant même, elle l'avait? C'est toujours par comparaison. Par exemple, les bouffées de chaleur, c'est nouveau. Mais les troubles de la libido, même chez une personne normale, ce n'est pas à tout moment qu'on a le désir. Pour peu qu'on ait des soucis, le désir, il va au fond. Donc, il faut faire la part des choses. Seulement, ce qui n'était pas habituel avant la ménopause, on peut les analyser et voir quel type de réponse apporter. Mais ce n'est pas systématique de traiter tous les symptômes de la ménopause. Pas du tout, parce que c'est un phénomène naturel. Donc, voilà. Pour les troubles de la libido, il y a des astuces, il faut consulter. Et puis, on essaie d'écouter le couple, d'écouter la femme, et on essaie de voir quel type de réponse. Souvent, ce sont juste des conseils, ce n'est pas forcément des prescriptions médicales. Voilà. Madame Aminata Kafando veut savoir combien de temps ces bouffées de chaleur et autres désagréments peuvent durer. Elle pose la question parce qu'elle est en ménopause depuis 8-9 ans, mais elle ressent toujours les mêmes symptômes. Donc, elle en souffre. Elle se demande si elle doit vivre cela jusqu'à la fin de ses jours. Quand on est en ménopause, on reste ménopausé jusqu'à ce que la mort vous rende visite. Mais les symptômes? Les symptômes vont varier selon votre environnement de vie, votre alimentation, votre niveau social. Il y a beaucoup de choses qui vont influencer. Sinon, toutes les femmes ne vivent pas les bouffées de chaleur jusqu'à leur mort. C'est variable. Et c'est dans ces situations, quand c'est intenable, que nous essayons d'apporter un traitement hormonal substitutif pour réduire. Et ça, il y a des traitements efficaces pour ça, pour lui permettre de mieux vivre et de ne pas en souffrir. C'est-à-dire que les bouffées de chaleur, c'est la femme qui transpire au moment où les autres ont froid. C'est la femme qui dit mettez le ventilo pendant que les autres sont à l'aise. C'est la femme qui veut qu'on mette la climatisation parce qu'elle a chaud pendant que les femmes... Donc c'est par comparaison. Voilà. Mais il y a des remèdes qui permettent donc d'atténuer ces symptômes-là pour faciliter la vie au quotidien. Madame Zinabou Zinsoni, elle a plusieurs questions. Est-ce qu'il existe des traitements pour soulager les symptômes? Vous venez de répondre à ça. Elle a entendu parler d'hormones de substitution pour les femmes. Sont-elles efficaces et sans danger? Si les hormones sont efficaces, mais ce n'est pas sans danger. C'est comme tout médicament. Il n'y a pas un médicament qui n'a pas d'effet secondaire et qui n'a pas de complications possibles. Il ne faut pas les instituer systématiquement. C'est selon les cas et quand c'est indispensable. Il y a des médicaments. Okay. Madame Nadège Gisèle Yamego, elle a Banfour. Elle veut savoir si la ménopause précoce est liée au fait qu'une femme voit ses règles très jeune ou bien est-ce qu'il y a d'autres explications? La ménopause précoce, c'est une maladie. La ménopause précoce telle que nous la connaissons, ce n'est pas parce que la jeune fille a vu ses règles tôt. Non. La ménopause précoce qui survient avant 40 ans, elle est en général brutale. Et c'est en rapport avec des anomalies génétiques. Il y a également la ménopause précoce iatrogène. C'est cette femme qui, pour diverses raisons, soit de problèmes de cancer, s'est vue castrée chirurgicalement avant l'âge de 40 ans, en pleine jeunesse. À ce moment, elle rentre immédiatement en ménopause parce qu'elle a eu une castration chirurgicale. La castration, c'est quand on opère et puis on enlève les ovaires. C'est ce que ça veut dire. Il y a des situations de maladie qui amènent à faire cela. En dehors de ça, eh bien, il y a aussi le traitement par chimiothérapie. La femme, jeune femme qui a un cancer du sein à 30 ans et qui reçoit une chimiothérapie peut se voir ménopausée en raison de la chimiothérapie. Ça aussi, ça se voit. Mais la vraie ménopause précoce, qui n'est pas iatrogène, c'est-à-dire qui n'est pas due à un traitement, eh bien, c'est cette ménopause qui survient avant 40, elle est brutale, avec des manifestations assez difficiles et sévères et qui nous obligent à apporter un traitement, surtout quand ça survient avant 30 ans. D'accord. Nous continuons toujours avec les préoccupations de Mme Yamego. Elle dit qu'elle a 42 ans et peut faire 2 à 3 mois sans voir ses règles. Qu'est-ce qui explique cela? Ça peut être les troubles simples d'hormones de la quarantaine. Toutes les femmes autour de la quarantaine font des troubles du cycle et c'est souvent passager. Ça peut être aussi une maladie et une consultation
chez un spécialiste peut permettre de faire la part des choses. S'il n'y a pas d'anomalie, eh bien, ce sont des troubles du cycle classique. Il faut surveiller. Mais attention, à cette période, on peut tomber enceinte. Et si on ne veut pas une grossesse, il faut avoir une méthode contraceptive. D'accord. Elle poursuit, elle demande si il y a des maladies liées à la ménopause. Si oui, comment les prévenir. Et enfin, est-ce qu'il y a une vie sexuelle après la ménopause? Ah, s'il y a des maladies liées à la ménopause, quand vous avez une ménopause, vous pouvez avoir une fragilité des os. Vous pouvez avoir l'ostéoporose, une fragilité des os, et les os peuvent se casser beaucoup plus facilement. Donc ce sont des conséquences qui peuvent arriver. Voilà, c'est surtout ça, ce sont des choses comme ça que nous regardons. Mais le reste, sécheresse vaginale, bon, c'est pas une maladie. Voilà, c'est un inconfort, c'est des troubles physiologiques à la limite. Mais les vraies pathologies qui nous inquiètent, c'est l'ostéoporose, avec fragilisation des os et risque de fracture. Et surtout quand ça survient chez des femmes qui ont eu la ménopause assez jeunes et qui vont encore vivre longtemps, quand elles auront 50, 60 ans, eh bien, elles peuvent avoir une fragilité des os plus que les autres femmes qui ont vu leur ménopause à date normale. D'accord. Sa dernière préoccupation, est-ce qu'il y a une vie sexuelle après la ménopause? Ah oui, la vie sexuelle ne s'arrête pas à la ménopause. Ah non. C'est pas parce qu'une femme est ménopausée qu'elle doit dire définitivement j'ai fermé la porte à la sexualité. Non, 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 non. Et d'ailleurs, le professeur Wango nous a toujours enseigné ça. Je me rappelle à l'université. Voilà. C'est une question de mentalité. Si vous avez envie de continuer votre vie sexuelle, vous pouvez être accompagné pour le faire. Et c'est une question de vie de couple. Il y a des couples qui vont espacer leur vie sexuelle peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an. Ça dépend de leur état psychologique. Mais il y a des couples qui ont besoin de faire ça régulièrement. Bon, ben, on les accompagne. Chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, donc à ce niveau, il faudra que les femmes ménopausées sachent qu'elles ne sont pas sexuellement fermées. Il faut aussi que les hommes sachent que ce n'est pas parce que madame est ménopausée qu'on la met de côté et puis on commence à regarder ailleurs. Non, ça aussi, ce n'est pas correct. Et donc, les hommes doivent accompagner les femmes parce qu'elles ont besoin d'accompagnement, de soutien pour pouvoir traverser cette période-là. Et puis, on peut aussi les accompagner. Aussi que l'homme sache qu'en ce moment, si l'homme il était sexuellement très actif avec 3 rapports par semaine, il faut qu'il commence à se calmer pour accompagner la femme. Sinon, c'est en ce moment qu'il y aura beaucoup de troubles dans ce foyer-là. Parce que la femme se cherche, elle a des malaises, elle est énervée. Pour un rien, elle est énervée, elle se sent beaucoup plus fatiguée, elle a perdu le désir sexuel. Et c'est en ce moment l'homme dit, malgré tout, je veux. Non, il faut aller progressivement, il faut comprendre la femme. Et en ce moment, vous l'accompagnez. Et puis bon, les choses peuvent se reprendre, mais à un rythme qui ne soit pas un rythme comme quand vous étiez jeune. Voyez. Voilà. Quelque chose. Oui, professeur. Alors, nous, ici, nous avons fait faire une enquête il y a quelques années déjà sur les désirs sexuels, sur la sexualité des personnes de plus de 60 ans. Et à notre étonnement même, parce que nous l'avons fait avec des gynécos, à notre étonnement, il y avait des gens, des femmes et des hommes de 70 à 80 ans qui nous disaient, mais en réalité, j'ai des envies sexuelles. Donc, ils n'ont pas perdu ces envies sexuelles-là. Et il y en a d'autres qui nous disent, nous avons des rapports sexuels de temps en temps. Et un cas qui illustre, moi j'ai reçu un couple de 80 et 82 ans qui est venu me dire, ah mais nous on n'arrive plus à faire l'acte sexuel au moins une fois par semaine. Pour dire que jusque-là, il le faisait. Alors, bon, vous savez, le professeur Ouedraogo a dit que c'est des conseils qu'on leur donne. Tout à fait. Il y a un tout petit peu en plus pour les psychiatres et les psychologues, ce que nous appelons une psychothérapie, c'est-à-dire un traitement psychologique. Et les entretiens qui laissent parler ces personnes-là, qui explorent ce qui se passe, mais surtout aussi
qui leur renvoient la réalité comme ce qui est en train de se dire aujourd'hui par les techniciens. En leur disant, oh mais il faut faire attention, hein, vous ne pouvez pas être le même cheval à 50 ans et à 20 ans. Hein, et les gynécologues, les urologues leur font comprendre ça. C'est de ça qu'ils parlent. Et je pense que, bon, nous, quand ça arrive en psychiatrie, c'est parce que ça constitue un gros problème pour le patient. C'est un gros problème de mal-être. Il n'est pas bien du tout. Son travail s'en ressent. Ses relations humaines s'en ressentent. La personne a changé. Et quand on creuse un peu, on se rend compte effectivement qu'en dessous, il y a des problèmes sexuels. La dernière question est celle de Mme Sabine Zungrane-Lawaga. Elle se demande si on peut tomber enceinte pendant la période de préménopause. Parce qu'elle a une cousine qui est enceinte à 54 ans. Elle n'a su qu'à 5 mois de grossesse et tout le monde s'inquiète pour elle. Est-ce que la grossesse va bien évoluer, tout va bien se passer? Est-ce que l'enfant sera normal? Est-ce que tout va bien se passer? Professeur Ouedraogo. Oui, c'est vrai. On peut tomber enceinte pendant la période de préménopause. C'est dans la ménopause qu'on ne peut pas tomber enceinte parce que c'est terminé. Mais dans la préménopause, le risque existe. Il est faible, mais il existe. Et donc pendant cette période, il ne faudra pas que les femmes arrêtent de suivre la méthode contraceptive. Celle qui est tombée enceinte à 54 ans, c'est vrai que le risque d'anomalie, de malformation est élevé, mais ça ne veut pas, c'est pas systématique. Cette femme pourrait faire un enfant très intelligent même d'ailleurs et qui pourra évoluer correctement. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'elle aille à la consultation prénatale et on va s'en occuper avec professionnalisme. Professeur Kabore, est-ce que les troubles de l'érection associés à l'andropause peuvent être pris en charge? Oui, heureusement. Effectivement, ça peut être pris en charge et on le prend en charge. Mais d'emblée, je dois dire que c'est une prise en charge qui est extrêmement bien codifiée et délicate parce que à cet âge-là où apparaît les problèmes liés à la baisse de l'hormone mâle, la testostérone, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres anomalies. Et on dit souvent que chez nous que les troubles de l'érection n'est que la pointe de l'iceberg. Et la plupart du temps, ça peut cacher autre chose derrière, notamment des pathologies cardiovasculaires. Un exemple, dans cette population, les problèmes d'érection précèdent de 2 à 5 ans les problèmes cardiovasculaires. Donc, il ne faut jamais négliger les troubles de l'érection qui apparaissent avec l'âge parce que derrière, il peut y avoir une maladie grave. Donc, nous, on les prend en charge globalement. Il ne faut surtout pas commencer par des traitements, encore moins par les décoctions d'origine douteuse. Sinon, ça se traite. Ça se traite. Et quels sont les traitements disponibles pour cette prise en charge? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, ces traitements sont tout à fait accessibles en fonction des niveaux de traitement. Pour le déficit androgénique lié à l'âge, il faut juste faire des supplémentations en testostérone, ajouter de la testostérone, comme pour les gynécos qui mettent des estrogènes et tout, des hormones pour compléter ce qui manque. Et donc ces médicaments-là existent, on peut le faire. Mais malgré l'ajout des hormones, il peut persister encore le problème d'érection. Parce qu'il y a d'autres mécanismes liés à l'âge que la baisse des hormones qui va entraîner aussi des problèmes d'érection. Et on va combiner un peu tous ces éléments-là pour traiter correctement la personne. Et ces médicaments sont nombreux. Le professeur Kabore revienne sur les médicaments de la rue, parce que très souvent,
nous voyons les conséquences et des hommes et qui, à cet âge, justement, face à la perte de l'érection, sont à la recherche d'une performance sexuelle et utilisent les médicaments de la rue pour améliorer avec tous les dangers. Il y en a qui se retrouvent en insuffisance rénale quelque part. Tout à fait. D'autres vont se taper un priapisme. Bon, le priapisme, bon, il expliquera, c'est sa spécialité. Moi, je suis gynécologue. Donc, alors, c'est important de revenir dessus pour que les gens sachent parce que, voilà, c'est important. Ça, les traitements disponibles, c'est vrai, à votre niveau, c'est un peu encadré. Oui. Mais il y a les décoctions, il y a les médicaments de la rue. Nous déconseillons fortement. Mais vous recevez souvent des cas de complications liées à l'utilisation de ces traitements. Et c'est dramatique. Et ceux qu'on reçoit, c'est des chanceux, parce que, je vous ai dit, l'érection est liée à la santé du cœur et des vaisseaux. Donc, quelquefois, ce n'est plus le médecin qui vient les chercher, mais le corbillard. Parce que ces médicaments-là peuvent entraîner des crises cardiaques et mort brutale. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique a fondé beaucoup d'espoir sur les médicaments de l'érection, parce qu'ils ciblaient la population âgée, mais ils ont très vite reculé parce qu'ils se sont rendus compte que chez les personnes âgées, ça créait beaucoup de catastrophes. Donc on déconseille fortement de prendre ces médicaments-là de la rue, même si ce n'est pas les médicaments de la rue, même aller en pharmacie payer faire de l'automédication, nous déconseillons parce que, comme je l'ai dit, c'est la pointe de l'iceberg. Et si on se contente de traiter le problème d'érection parce que c'est c'est ce problème qui nous inquiète, on risque de précipiter d'autres choses moins agréables. Ça me va bien parce que on n'est pas des urologues, andrologues, mais on reçoit les couples souvent. La femme vient avec son mari pour justement poser des problèmes. Parfois, c'est l'homme qui vient directement vers le gynécologue. Et à un certain âge, il se plaint parce qu'il n'arrive plus à faire 3 coups au cours d'un rapport. C'est 3 coïts au cours d'un rapport sexuel. Et donc, au cours de ces 4 rapports par semaine, il n'arrive plus à faire 3 coups. Et donc, il fait une démarche médicale pour qu'on lui fasse une prescription. Alors moi, je me rappelle de mon cours de sexualité que j'ai reçu du professeur Wango en 1993. Il nous a toujours dit, il ne faut pas forcer le talent. Alors moi, je leur ai dit, monsieur, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh bien, maintenant, je fais un coup, et un coup, ça va? Oui. Et combien de fois par semaine? 3 fois par semaine. OK. Avant, vous étiez malade peut-être. C'est maintenant que vous êtes normal. Parce que en matière de sexualité, vous avez 50 ans, vous ne pouvez pas être en train de faire ça. Vous risquez d'aller chercher des médicaments. Et en ce moment, comme l'a dit le professeur Kaboré, votre cœur et vos vaisseaux vont prendre un coup. Et vous risquez de mourir et laisser cette personne qui va continuer avec une autre personne. Donc, il ne faut pas forcer le talent à un certain âge. Et puis faire 2 coups, 3 coups, ce n'est pas normal. À la limite, c'est un coït. Si après votre organisme naturellement peut vous donner d'autres coïts, c'est un bonus. Mais ce n'est pas normal. Il ne faut pas courir pour rechercher cette performance parce que vous finirez par être déçu. Voilà. Professeur Ouedraogo, quelles sont les complications éventuelles de la ménopause? La ménopause, quand elle survient très tôt, à la longue, vous risquez, c'est surtout les troubles osseux. Vous allez avoir une déminéralisation des os et avec un risque de fracture quand vous vivez longtemps. Voilà. Le reste des troubles sont des conséquences de la carence hormonale, ça se gère. Ok, comment vous faites cette prise en charge? La prise en charge, comme le professeur l'a dit, le professeur Wango, il faut déjà échanger pour que le couple intègre ça et pouvoir se rendre compte que c'est un phénomène naturel et qu'on ne doit pas vraiment considérer ça comme une maladie. Maintenant, ce qui est gênant, dans votre quotidien, on essaie d'apporter un accompagnement qui est un traitement symptomatique. Si vous avez un défaut de lubrification, on va vous recommander un lubrifiant pharmaceutique que vous allez utiliser pour éviter d'avoir des vaginites quand vous allez avoir des rapports sexuels. Parce que tout vagin non préparé et qui est pénétré va en souffrir. Voilà. Mais la femme, vous avez dit que c'est possible de retrouver cette vie harmonieuse d'avant ménopause. Oui, il faut comprendre. Est-ce que j'ai
plus de 50 ans, est-ce qu'il y a un miracle qui peut me ramener à 20 ans? Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on accepte ce vieillissement-là. Si on refuse le vieillissement, on va refuser le reste. Donc, ça ne peut plus être comme avant, mais on peut toujours faire au mieux, sans forcer le talent. En matière de sexualité, il ne faut pas forcer le talent. Quand on force, il y a des problèmes. Et aussi, peut-être, c'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à nos collaborateurs pharmaciens, parce que très souvent, quand on interroge nos patients, eh bien, ils sont allés de la nuit à 22h en pharmacie, au comptoir. Si vous allez dans les pharmacies, là, ce type de médicament, ça se trouve à côté de la caisse. Parce qu'il a honte d'aller, il n'a pas d'ordonnance, et il va acheter du paracétamol, mais quand il attend son tour, arrivé à la caisse, là, il dit ajoutez ça là. Bon, la caisse, tout de suite, on ajoute, on prend. Mais après, comment il va prendre? Mystère et boule de gomme, ça se retrouve en complication après. Donc si à ce niveau-là, nos collaborateurs pharmaciens peuvent essayer de réguler ça, parce que ce n'est pas des médicaments sans conséquences. Voilà. Professeur Ouedraogo. Kabouri, je suis en train de professeur Kabouri. Quels sont les effets secondaires de l'andropause? Non, les effets secondaires, c'est exactement les mêmes que pour la ménopause, hein, on les a cités. C'est les bouffées de chaleur, les problèmes de sexualité, aussi bien des problèmes d'érection que des problèmes même de désir. Il y a tous les effets secondaires liés à l'humeur, donc l'irritabilité, on est nerveux, les troubles du sommeil, on dort peu, des troubles de l'appétit, on ne mange pas. Cela m'amène à penser à quelque chose. Un homme qui est dans cet état, en face d'une femme aussi qui traverse, ça ne devrait pas être facile, hein, professeur Wango. C'est des patients pour vous. Chacun se cherche. Non, en réalité, les gens, ils vivent mal ces changements-là. Ils vivent ça très mal et ils sont obligés, s'ils sont ensemble quand même, de faire des concessions, d'essayer de comprendre. Et il y a des couples qui sont très bien, qui parlent de leurs problèmes. Ils ne viennent pas voir les médecins tout simplement parce qu'ils arrivent à trouver un certain nombre de réponses. Et puis vous savez, aujourd'hui, avec le net, avec Internet, bon, peut-être que les informations ne sont pas bonnes, mais ça les rassure. Et il le dit. Sinon, bon, les grandes bagarres dans le couple là, généralement, c'est aux alentours de la cinquantaine. Les crises de la cinquantaine, effectivement, dans les couples, c'est parfois terrible. Mais une fois qu'on a dépassé ça, il y a une espèce de... oui, et puis surtout d'échange, de communication. Bon, pour ceux qui aiment leur femme ou qui aiment leur mari, parce que ceux qui se sont mariés pour se marier, c'est en ce moment-là aussi qu'ils sortent pour aller voir ailleurs. Hein, moi, je ne parle pas de ces gens-là, je parle de ceux justement qui vraiment veulent faire couple, veulent élever leurs enfants dans l'harmonie, veulent assumer leurs responsabilités professionnelles. Ces personnes-là parlent avec leur conjoint ou conjointe et je pense qu'ils trouvent des solutions comme le gynécologue nous l'a dit. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas des maladies. Et il n'y a pas souvent des gros médicaments qu'il faut. Il faut simplement la communication et la compréhension d'un certain nombre de choses. Professeur Kabouri, est-ce que l'andropause est pire que la ménopause? Mais non, je ne pense pas qu'on puisse les comparer comme ça. Après, c'est tout le vécu social et psychologique qui peut être différent. La ménopause est connue. Tout le monde sait qu'à partir d'un certain âge, les femmes ne peuvent plus avoir des enfants. Mais
pour l'andropause, entre guillemets, c'est pas saisissable. C'est dans l'intimité peut-être qu'on remarque que les choses vont mal, mais on ne peut pas dire que... Ça, c'est la compagne qui... Voilà, exactement. Qui fait le constat. Exactement. Mais j'aimerais quand même revenir sur les derniers échanges sur la sexualité, pour dire que la sexualité n'est pas seulement pénétration. Et que actuellement on fait beaucoup de travaux là-dessus, et même pour les couples qui ont toujours des désirs sexuels au top et qui n'ont pas de troubles, où l'homme n'a pas de troubles d'érection et tout, quand on les fait essayer cette sexualité sans pénétration, je vous assure qu'ils ressentent des choses qu'ils ne pensaient même pas ressentir. Donc c'est pour dire qu'avec l'âge, les couples peuvent se réadapter sur ces différentes thérapies ou alternatives qui existent. Et croyez-moi, c'est peut-être même mieux. C'est une nouvelle vie. Voilà. Oui, on se débrouille autrement. Voilà, exactement. Oui, professeur, je pense que ce serait nécessaire quand même de dire les femmes qui sont ménopausées, qui ont des envies de procréation, il y a des possibilités. Oui, il y a des possibilités pour accompagner les femmes qui sont en préménopause, qui n'ont plus d'ovules. Il y a des techniques médicales pour améliorer le peu d'ovules qui restent au niveau de la corticale. Il y a des choses à faire, il y a des découvertes récentes qui permettent d'améliorer cela. La femme qui est véritablement en ménopause, et là où on ne peut plus améliorer quelque chose, eh bien, il faut la procréation médicalement assistée avec don d'ovocytes. C'est l'ovule d'une autre femme qui accepte donner et qui est fécondé avec le spermatozoïde du mari, et on transfère dans l'utérus de la femme, et c'est la femme qui développe la grossesse. Et tout cela est possible ici au Burkina. Absolument. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons faire un tour de table avant de clore l'émission. Professeur Kaboré. Oui, merci. Je vais conclure en vous remerciant d'avoir réuni sur ce plateau des experts de l'andropause et de la ménopause, et surtout l'occasion que nous a donné de côtoyer encore notre maître et de recevoir toujours de précieux conseils et des enseignements. Ce que je voudrais dire en mot de fin, c'est que c'est inciter vraiment les hommes. Vous voyez, vu que quand on est passé aux questions, il n'y avait pas de questions chez les hommes. Aucun homme n'a posé des questions, alors que ils ont des préoccupations. Donc c'est vraiment encourager les hommes à parler de leurs problèmes de santé, à aller consulter les spécialistes du domaine, surtout autour de 40 ans ou de 50 ans, où tous ces problèmes-là commencent, parce que quelquefois on a des solutions et on peut éviter des problèmes graves qui vont les amener, malgré eux finalement, en consultation. Et puis j'insiste encore sur l'automédication et ces médicaments de la rue qui font des catastrophes chez certains hommes. Donc il faut vraiment éviter ça. Allez voir un médecin, un spécialiste de la question. Ça va vous coûter moins cher que d'aller mettre en danger votre vie. Professeur Ouedraogo. Merci beaucoup. Alors, je saisirai l'occasion pour rappeler que c'est à cette période de la ménopause, la préménopause, que l'augmentation des cancers génitaux-mammaires se voit, et qu'il faudra que les femmes saisissent cette occasion pour faire les dépistages, aussi bien pour le cancer du sein, poursuivre le dépistage du cancer du col de l'utérus, et pour les hommes, ne pas oublier la prostate. Parce qu'à cette période, on rencontre beaucoup de cancers, et donc il ne faudra pas que l'arbre cache la forêt. Il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent se passer en dessous. Ce sont les cancers, et le dépistage doit se poursuivre aussi bien chez l'homme que pour la femme. Voilà ce que je voulais dire, et demander aux différents couples qui ont des difficultés à cette période de ne pas rechercher les solutions dans la rue ou par l'automédication, mais d'aller vers les professionnels de santé pour recevoir les conseils qu'il y a et savoir ce qu'il faut pour leur organisme, et ne pas prendre des produits qui peuvent aller à l'encontre des organes et qui pourraient donc endommager leur santé et raccourcir leur vie. Merci. Professeur Wango, pour terminer.
Merci. Pour terminer, je voulais attirer de l'attention sur l'ingérence des familles dans la sexualité des couples. Il y a parfois des plaintes, surtout des femmes. Mon mari ne me touche plus, mon mari sort, etc., etc. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour des couples par rapport à cette question. C'est ça parfois aussi qui oblige l'homme à aller chercher des solutions tout seul. Et c'est ce qui est dangereux. Mais on est en Afrique, on est au Burkina Faso. Quand votre femme commence à avoir sa ménopause, elle est dans sa préménopause, dès que les gens savent, de toute façon, on ne peut pas arrêter de faire des enfants dans notre famille, il faut que tu penses à... Et ça entraîne les gens dehors. Moi, je pense que les familles doivent conseiller les couples, aussi bien dans leur sexualité de tous les jours, mais qu'au moment aussi de leurs difficultés liées à la ménopause et à l'andropause. Il faut plutôt les conseiller, il faut les assister, mais pas les inciter à faire ce qu'eux-mêmes ne souhaiteraient peut-être pas faire. Épouser une autre femme parce que sa femme est ménopausée, bon, ça se dit, ça se voit dans notre pays, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si vous voulez épouser une autre femme, vous êtes musulman, ok. Mais il ne faut pas épouser parce qu'on vous a dit, comme ta femme ne peut plus avoir d'enfants, il faut aller chercher une autre preuve. Non, ce n'était pas comme ça le projet de vie de cette personne-là. Donc moi, je me dis qu'il faut attirer l'attention aussi des familles sur ça, parce que beaucoup de couples en souffrent. Voilà, merci. Des propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. En attendant, prenez bien soin de vous. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composé d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.